Élèves de terminale S, bonjour. Voici une nouvelle leçon sur la dualité onde-particule. Nous nous intéressons aux interférences obtenues avec des atomes froids. Nous utiliserons la relation de De Broglie pour vérifier la cohérence d'une expérience mettant clairement en évidence le caractère ondulatoire de la matière. Il s'agit de l'expérience de Shimizu et Takuma réalisée en 1992 que nous avons évoquée dans la leçon précédente. Les chercheurs japonais ont choisi de travailler avec des atomes de néon refroidis à une température proche du zéro absolu 2,5 millikelvin et confinés dans une petite zone de 1 mm de diamètre. On laisse tomber les atomes d'une hauteur L sur une plaque munie du dispositif des fentes Young. Attention, dans toute la leçon, les proportions ne sont jamais respectées et les différences peuvent être très grandes. Regardez par exemple ici 76 mm comparé à 1 mm, 76 fois plus petit, mais c'est encore plus flagrant avec les fentes Young qui ne sont distantes que de B égale 6 micromètres et larges chacune de 2 micromètres. Encore plus bas, à une distance grand D, se trouve l'écran qui va recevoir les impacts d'atomes de néon. Dans toute la leçon, et pour simplifier, on appellera zone 0 le lieu d'où sont lâchés les atomes de néon. Zone 1, le plan des fentes Young, et zone 2, le plan du récepteur. L'ensemble est installé dans une enceinte dans laquelle règne un vide poussé. Et bien sûr, le champ de pesanteur G. On laisse alors tomber les atomes qui atteignent l'écran détecteur et forment une figure d'interférence comme avec la lumière. On observe que l'ordre de grandeur de l'interfrange est une fraction de millimètre. L'objectif de cette leçon est d'essayer de vérifier la cohérence des résultats de cette expérience en utilisant les quelques outils dont on dispose en terminale S. Par exemple, peut-on savoir pourquoi les atomes sont froids? Eh bien, si la température tend vers 0, l'agitation thermique est très faible et la vitesse des atomes en zone 0, c'est-à-dire V0, tend vers 0. Si les atomes étaient agités, avec des grandes vitesses désordonnées, on ne pourrait pas faire en sorte qu'ils tombent tous à la verticale vers les fentes Young. Chaque atome aurait sa propre vitesse, on ne pourrait pas faire de calcul simple. Enfin, d'après la formule de De Broglie, lambda égale h sur p, si V augmente, P augmente et la longueur d'onde diminue. Et précisément, on cherche à augmenter la longueur d'onde pour faire apparaître l'aspect ondulatoire des atomes. Pourquoi les atomes doivent-ils être confinés en un lieu précis? Eh bien, les atomes doivent tous être à la verticale des fentes pour pouvoir atteindre les fentes. Mais au passage des fentes, ils doivent tous avoir la même longueur d'onde, donc la même vitesse, et donc doivent tous tomber d'une même hauteur L. Pourquoi des atomes de néon? Pour trouver des atomes qui ne s'associent pas en molécules et froids, il n'y a guère que les gaz rares. Pour que la longueur d'onde soit la plus grande possible, il faut choisir les atomes les plus légers possibles. Mais, un an plus tôt, des physiciens ont déjà réalisé l'expérience avec des atomes d'hélium. Il ne reste plus que les atomes de néon. On va avoir besoin de la masse de l'atome de néon. Avec les données que voici, on trouve masse de l'atome de néon égale masse molaire du néon divisé par le nombre d'Avogadro égale 3,35 10 puissance moins 23 grammes, soit 3,35 10 puissance moins 26 kg. Attention, on a utilisé la précision à disposition, mais cela ne veut pas dire grand-chose, puisque les atomes de néon sont un mélange d'isotopes, dont on utilise ici la masse molaire moyenne. On a donc une précision certes, mais sur une moyenne.
En admettant la validité du calcul classique, calculez la vitesse V1 des atomes de néon lorsqu'ils atteignent les fentes d'Young. Programme de première S. Notre système, ce sera donc l'atome de néon. Et vous savez, puisque les atomes se déplacent dans le vide, qu'il n'y a pas de frottement et que par conséquent, l'énergie mécanique est conservative, c'est-à-dire que l'énergie mécanique est une constante. Nous écrivons donc que l'énergie mécanique de l'atome de néon en zone 0 est égale à l'énergie mécanique de l'atome de néon en zone 1. Mais je remplace l'énergie mécanique en zone 0 par EC0 plus EPP0 et c'est égal à EC1 plus EPP1. Je fixe l'énergie potentielle de pesanteur en zone 1 comme nulle. C'est moi qui choisis cette référence. Ce qui fait que maintenant je vais remplacer EC0 plus EPP0 par 1/2 de MV0 carré plus MGL. Oui, mais comme V0 est nul puisque les atomes de néon sont lâchés sans vitesse, justement parce qu'ils sont froids, à ce moment-là, V0 vaut 0 et donc l'énergie cinétique en zone 0 vaut 0 et donc EM0 vaut simplement MGL. Et ceci est égal à EM1, c'est-à-dire 1/2 de MV1 carré, plus EPP1 qui est nul. J'obtiens donc ceci. Je simplifie par M, voilà, et je multiplie les deux membres par 2, voilà, et je trouve que V1, c'est racine carrée de 2GL, ce qui me permet maintenant de faire l'application numérique. Je trouve que les atomes ont une vitesse, lorsqu'ils passent par les fentes de Young, de 1,2 mètres par seconde, ce qui est très lent. Calculons maintenant la longueur d'onde lambda 1, c'est-à-dire la longueur d'onde des atomes de néon lorsqu'ils passent en zone 1, c'est-à-dire lorsqu'ils traversent les fentes de Young. Il suffit d'appliquer la formule de De Broglie, lambda égale h sur p. Donc ici, lambda 1 égale h sur p, la masse de l'atome de néon multipliée par sa vitesse en zone 1. Et en faisant l'application numérique, on trouve 16 nanomètres. C'est très petit. Pensez à la lumière violette, 400 nanomètres. Voici le dispositif vu de profil entre la zone 1 des fentes Young et la zone 2 du détecteur. Fermons une des fentes. Si les atomes de néon se comportent comme une onde, il y a diffraction. Calculons l'écart angulaire, c'est-à-dire le θ première extinction ou le θ premier minimum correspondant. Nous appliquons la formule qui donne l'angle θ, c'est-à-dire θ première extinction ou premier minimum, c'est-à-dire lambda sur A, c'est-à-dire lambda 1 sur A, et l'application numérique donne 8 10 puissance moins 3 radians, c'est-à-dire environ 0,5 degrés. Donc ici, j'ai augmenté l'angle pour qu'on y voit clair. Il ne vaut pas 0,5 degrés. Vous reconnaissez le profil de la figure de diffraction et, petit d, la largeur de la tache centrale que nous calculons. Vous voyez le triangle rouge. Cela me permet d'écrire que la tangente de l'angle θ, qui est à peu près égale à θ parce que θ est petit, c'est le côté opposé, c'est-à-dire d sur 2, que voici, ici, sur le côté adjacent, c'est-à-dire grand D. Ça fait petit d sur 2 grand D, et j'en déduis que petit d, que je cherche, c'est 2 grand D θ. En faisant l'application numérique avec le θ que je viens de trouver précédemment, je trouve que petit d, c'est environ 2 mm. Réouvrons la deuxième fente. Les deux zones de diffraction ont une partie commune, en jaune, dans laquelle on observe les interférences. Si la distance entre les deux fentes est petit b, ici, petit b, les deux figures de diffraction sont donc décalées de petit b, ici. Attention, je vous rappelle que je ne respecte pas les proportions. Par exemple, vous voyez petit d ici, cette distance, eh bien, regardez, c'est la même que celle-ci, c'est-à-dire que petit d, c'est pareil que petit d moins petit b.
En effet, petit d, on vient de voir que c'est 2 mm, alors que petit b, c'est 6 micromètres. Autrement dit, petit b, c'est à peu près 300 fois plus petit que petit d. Alors évidemment, une chose moins 1/300e de la chose, ça reste à peu près la même chose. Voilà le profil de la diffraction due à la première fente. Voilà le profil de la diffraction due à l'autre fente. Et selon qu'il y a interférence constructive ou destructive, on obtient ceci pour les interférences. Calculons l'interfrange petite i. Appliquons la formule donnant petite i, c'est-à-dire la formule qui a été étudiée lors du cours sur les interférences. Petit i, c'est lambda d sur b, c'est-à-dire que je vais maintenant préciser que je cherche petit i1, c'est-à-dire l'interfrange quand je considère que la longueur d'onde des atomes, c'est la longueur d'onde lorsqu'ils passent près des fentes Young, et donc ça me donne lambda 1 grand D sur B. L'application numérique me donne I1 égale 0,3 mm. Je viens de calculer l'interfrange I1 en prenant comme longueur d'onde des atomes celle qu'ils ont au passage en zone 1. Mais le problème est plus complexe, car les atomes vont de plus en plus vite dans leur chute et lambda diminue. En zone 2, la longueur d'onde vaut lambda 2 et donne donc un calcul différent pour I2. Comme je n'ai pas les connaissances pour faire le calcul exact, je vais simplement me contenter de calculer I2 et logiquement, la valeur de l'interfrange I, celle que je ne sais pas calculer exactement, doit être comprise entre I1 et I2. Calculons alors la vitesse V2 des atomes de néon lorsqu'ils atteignent l'écran détecteur. Cette fois, ils ne tombent pas d'une hauteur L, mais L plus D. J'applique la même formule. Je trouve V2 égale 1,9 mètres seconde moins 1. Puis je calcule lambda 2 comme je l'ai fait précédemment pour lambda 1. C'est H sur masse de l'atome de néon fois V2. L'application numérique me donne 10 nanomètres. Et enfin, je calcule l'interfrange I2 et je trouve, en appliquant toujours la même formule, mais cette fois avec lambda 2, je trouve 0,2 mm. J'ai trouvé avec lambda 1, I1 égale 0,3 mm et avec lambda 2, 0,2 mm. Autrement dit, l'interfrange I, que je ne sais pas calculer exactement, est certainement comprise entre 0,2 et 0,3 mm. On observe expérimentalement que 4i correspond à 1 mm environ, soit i égale 0,25 mm, ce qui est parfaitement cohérent. En ce qui concerne la diffraction, on a calculé pour petit d environ 2 mm, ce qui est cohérent aussi. Si les atomes de néon se comportaient comme des particules, on obtiendrait ce profil d'impact avec une distance entre les deux pics, petit b égale 6 micromètres, bien loin du profil qu'on obtient en considérant les atomes comme une onde, avec les deux premiers minima séparés de 250 micromètres, comme on vient de le voir. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt!